Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter sur les manières et les techniques et la stratégie politique qu'a utilisé Staline pour prendre le pouvoir. Donc le 5 mars 1953, à Moscou, on a deux grandes figures de l'URSS qui vont disparaître. On a tout d'abord le compositeur Sergueï Kropotiev, qui était le compositeur officiel de l'URSS, un artiste du peuple. Et en fait, suite à certains écrits qui n'étaient plus fondamentalement socialistes, en fait, il a terminé sa vie dans la misère. Et le même jour, Joseph Staline, il a également succombé d'une attaque. Et en fait, ces deux événements corrélés mettent la lumière sur des méthodes du régime stalinien. Au sens que du jour au lendemain, les soviétiques ils pouvaient se faire totalement accuser, comme ce compositeur qui était une vraie égérie, et totalement disgracié. Voilà, c'est des manières qui ne sont pas nouvelles et qui ont été utilisées par Staline dans les années 20 et 30, justement lors de son ascension au pouvoir. Donc il a réussi à éliminer les principaux opposants en jouant sur un certain nombre de mécanismes, qu'ils soient idéologiques, politiques, bureaucratiques ou même administratifs. Donc on va parler justement de la période où on passe un peu des bolcheviks à la dictature totalitaire et on va voir comment Staline il a réussi à accaparer tous les leviers du pouvoir. Donc il est né en 1878 à Gori, qui est l'actuelle Géorgie, dans une famille pauvre, et à 14 ans il rejoint le séminaire de Tiflis. Il se passionne pour les thèses marxistes et il est renvoyé en 1899 pour manque d'assiduité. Donc à 20 ans, il fait partie des groupes socialistes, il est même membre du Parti ouvrier démocrate de Russie. Mais c'est un voyou, il braque même des banques. Donc voilà, il fait un certain nombre de séjours en prison, il s'évade, etc., etc. Donc, en 1903, le Parti ouvrier, en fait, il se sépare en deux tendances. Les mencheviks, qui eux représentent un peu la transition douce vers le socialisme, avec une alliance avec la bourgeoisie libérale, et les bolcheviks, qui sont plus un parti de cadre, opposé au régime par alliance avec la classe ouvrière et paysanne. Donc lui, il hésite, mais il se rallie aux bolcheviks, qui étaient les bolcheviks de Lénine, car justement, il détestait l'intelligentsia géorgienne. En 1915, pardon, euh, il est, euh, il est en 1905, il est délégué lors de la première conférence bolchevique, et c'est là qu'il rencontre Lénine pour la première fois. Donc dès 1906, il participe même aux expropriations, c'est-à-dire des braquages de banques pour financer le parti, et c'est à ce moment-là aussi qu'il entre dans les bonnes grâces de Lénine. En 1912, il est élu au comité central bolchevique, et il est cadre dirigeant du parti. Il rédige Marxisme et questions nationales, et donc il est au sein du parti le spécialiste des questions d'identité. Donc il signe Staline pour la première fois, ce qui signifie homme d'acier. Et la même année, il est arrêté, il est envoyé en Sibérie, où il ressort en 1917, au lendemain de la révolution de février. Donc on a donc des tensions de l'Empire russe, et on a la révolution en 1905, qui certes avait apporté un certain nombre de progrès, mais le pays est toujours en retard, en particulier économiquement. L'autorité du tsar est extrêmement discutée. En plus de ça, on a la Grande Guerre, on a un hiver rigoureux, et donc tout ça, ça a fait vraiment exploser les étincelles. Donc 1917, on a des grèves, et justement, à ce moment-là, les soldats fraternisent avec les ouvriers. On a un gouvernement provisoire qui est mis en place, et le tsar va abdiquer. Staline il devient donc secrétaire général de la rédaction de la Pravda. Il est élu comité central du parti bolchevique. Donc en août 1917, le commandant en chef qui s'appelait Kornilov, il tente de prendre le pouvoir. Et le gouvernement provisoire, justement, fait appel aux groupes révolutionnaires, dont les bolcheviks de Lénine et donc de Staline, pour les protéger. Donc en fait, les bolcheviks donc de Lénine sortent un peu de l'inconnu, leur rang se gonfle et les masses se radicalisent un petit peu. Donc les paysans s'emparent des terres un peu seigneurales, et Lénine passe à l'action en octobre. On a donc l'insurrection d'automne 1917 victorieuse. Donc au Congrès, on a les soviets, et la première mesure, c'est l'arrêt de la guerre en 1918. Donc Staline, il soutient Lénine sur tous les points, notamment sur le fait d'intégrer le socialisme révolutionnaire. Et Staline est donc nommé commissaire du peuple aux nationalités. Donc Lénine, il considère Staline comme étant un homme fiable, et donc il le charge de missions spéciales durant la guerre civile de 1918 à 1921. Les bolcheviks d'ailleurs faisaient face aux armées révolutionnaires qu'on appelle les blancs, par opposition aux rouges, qui sont eux bolcheviks. Donc l'armée rouge, elle est créée et organisée par Léon Trotsky, qui est membre du parti. Donc c'est un certain nombre de combats féroces. En plus de ça, il y a de la famine. Donc du coup, Staline va aller à Stalingrad pour réquisitionner un peu les récoltes et pour les envoyer à Moscou. Donc il décide de prendre le commandement des troupes de l'armée rouge sur place,
et il limoge tous les officiers de l'ancien régime tsariste. À ce moment-là, il y a quand même des conflits entre Trotsky et Staline qui commencent à s'installer un petit peu. Donc début 1919, on a un congrès du Parti communiste et du coup se crée le bureau politique qui définit les grandes lignes politiques bolcheviques. Les premiers membres sont Lénine, Staline et Kamenev, et deux autres également. Et en fait, dans ce petit cercle de 5 personnes, voilà, la lutte de pouvoir sera dans ce cercle restreint. Donc on a un bureau de gestion qui est également créé. Staline, il est aux 2 organes et il reste très discret. En fait, il se fiche très peu des luttes idéologiques entre Lénine et Trotsky. Il est extrêmement modéré dans les débats électriques et il se rend essentiel justement à la mécanique du parti. Famine et les guerres civiles, on a donc le pays qui est à genoux, et Lénine il se décide à redonner de la vie aux petites industries et commerces. Donc du coup, il remplace également la réquisition par un impôt, et du coup, ce projet en 1921 est connu sous le nom de NEP, Nouvelle Politique Économique. Donc Staline, lui, il préfère lever des milices bolcheviques en Géorgie pour renverser le gouvernement local, qui est tenu par les mencheviks, et même si Lénine était plutôt réticent à cette idée, il y parviendra en 1922. Donc du coup, Staline est élu au Congrès, le poste de secrétaire général en 1922. Quelques mois plus tard, Lénine subit une attaque qui le paralyse d'un côté. Et en fait, à partir de ce moment-là, l'ascension de Staline va être vraiment fulgurante. On va avoir deux visions entre Trotsky et Staline qui vont s'affronter pour définir justement le futur de l'Union soviétique et donc en fait un petit peu l'histoire moderne. Mais la vision va définitivement écarter les possibilités d'Union soviétique trotskiste qui était plus fidèle à Lénine. Trotsky était plus fidèle à Lénine, mais ça va s'écarter. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, le stalinisme aujourd'hui a disparu parce que justement, c'est lui qui avait remporté. Et on peut se poser la question de si jamais ça avait été les trotskistes qui avaient battu les stalinistes, est-ce que le stalinisme serait présent aujourd'hui? Voilà, c'est une question dont on peut se poser. Donc Staline, en tout cas, voilà, il a le pouvoir, il va contrôler les appareils du parti, il nomine des cadres, il va renouveler 2 tiers des secrétaires des comités des districts et il va mettre des contrôleurs pour la province. Il va très bien les payer, donc il va y avoir une vraie dépendance à lui et une nouvelle couche de la population va se créer, c'est ce qu'on appelle la nomenclatura. Donc voilà, Lénine il revient donc en 1922 et là il découvre un tout autre Staline qui va devenir chef. Et il va passer donc tout le temps, le peu de temps d'ailleurs qui va lui rester à vivre, à combattre Staline. Il lui reproche les exactions sur la Géorgie, la mainmise sur l'organisation, beaucoup de choses. Lénine, il essaye de le faire démettre donc, de ses fonctions, mais en fait il ne sera pas du tout suivi. Et en 1923, Lénine a 2 nouvelles attaques qui l'éliminent du pouvoir. Donc on a aussi le testament de Lénine, mais en fait il sera enterré par Staline parce que Lénine justement prenait le contre-pied de tout ce qui était avant et va vraiment vers le socialisme prudent, qui n'était pas du tout ses thèses initiales, et il va même écrire qu'il considérait Staline comme étant brutal et dangereux. Donc Staline il feint de se ranger du côté de Lénine et de placer voilà, sous inspection ouvrière et paysanne. Et du coup en fait voilà, il va y avoir une nouvelle inspection que lui avant dirigeait, et c'est en fait il va quand même placer quelqu'un de sa solde comme dirigeant parmi ses fidèles. Donc Trotsky justement il condamne la dictature de l'appareil. Il est suivi par 46 anciens révolutionnaires en 1917 et il adresse au comité des critiques de Trotsky. Mais en fait Staline il sort une résolution du pouvoir et en fait tous ceux qui ont fait des factions seront rendus coupables quoi. Donc du coup Trotsky il est malade, il n'est pas présent mais il est accusé. Et en fait la plupart de ses partisans, donc les 46 partisans, étaient envoyés soit en province soit à l'étranger. Mais ils sont toujours pas exclus du parti. En 1924, Lénine meurt. Et en fait, il y a eu un vrai culte autour de sa personne. Donc du coup, sous forme de solidarité, il y a une lutte du pouvoir pour ceux qui restent, pour se réapproprier sa pensée, pour prendre et continuer le pouvoir. Donc Staline donne des conférences avec les bases du léninisme, qui est une lecture obligatoire pour les nouvelles recrues. Donc c'est une sorte de propagande où voilà, on va utiliser les thèses actuelles pour justement se faire bien voir au vu du culte dont il avait fait œuvre. Fin 1924, Trotsky critique les orientations prises par le parti, avec une prise à droite. L'idée que la révolution mondiale peut sauver l'URSS de la catastrophe. Et en fait, par opposition à cela, Staline développe une théorie simple pour les masses, c'est-à-dire le socialisme pour un seul pays. Donc ça repose sur l'idée de Lénine en fait. Il avance pour continuer le culte que la construction d'un État socialiste au sein de la seule URSS, c'est possible. Donc il y a énormément de propagande et il dit exactement l'inverse de Trotsky.
pour justement ne pas dire qu'il va y avoir une révolution internationale. Donc du coup, il séduit les bases bolcheviques avec justement ses sentiments nationalistes. Et entre 1923 et 1929, on va avoir deux grandes tendances qui vont se dessiner. L'opposition de gauche, qui, elle, se base sur l'industrialisation et la collectivisation, et l'opposition de droite, qui se base, elle, sur le NEP, qui est assimilé à la petite bourgeoisie. Donc Staline, lui, il dit qu'il incarne la bonne ligne à suivre, celle du centre. Et en fait, il va faire des alliances opportunistes pour éliminer successivement les cadres dirigeants des deux camps. Donc en 1923, il s'allie avec l'opposition de droite. Donc du coup, Trotsky est attaqué, il est isolé. Et en fait, du coup, il garde que un de ses postes. D'ailleurs, grâce à Staline et grâce à ce move un petit peu, à cet événement, en fait, il se fait passer pour quelqu'un de modéré et de juste. Et en fait, il aurait déclaré son moment n'est pas encore venu. Donc, que de la stratégie politique. Et ensuite de cela, suite à ses alliances avec l'opposition de droite, il va s'allier à d'autres au sein de l'opposition de droite pour éliminer ceux avec qui il s'était allié juste avant. Et du coup, il va mettre des cadres à lui. Ses rivaux, du coup, ils comprennent la stratégie de Staline. Ils vont former donc une nouvelle opposition, l'opposition unifiée, avec comme thèse justement la révolution qui a été trahie par la bureaucratie. Mais en fait, c'est trop tard. D'autant plus qu'on a le massacre de Shanghai en 1927 qui a donné vraiment raison à Staline au niveau idéologique. C'est-à-dire que la révolution mondiale ne se profile pas. Du coup, on a Trotsky et ses partisans qui sont exilés. Staline, en fait, il fait encore une fois une nouvelle volte-face pour éliminer cette fois-ci toute l'opposition de droite. Et il va aller donc avec l'opposition de gauche. Il dit que le NEP, c'est une impasse et l'économie, elle est axée sur l'industrialisation accélérée. Donc en fait, il reprend à son compte l'opposition de gauche d'avant qu'il avait totalement combattu pour mettre en place ces cadres. Donc voilà, il limoge ses soutiens, il accuse de fractionnisme, le vote imposé. Et en fait, c'est vraiment ça les stratégies de Staline pour éliminer ses opposants politiques. Donc en 1929, ses opposants sont soit exilés, soit dans le parti, mais totalement inaudibles. Les 50 ans de Staline en 1929, ça marque vraiment le début du culte de la personnalité. Et donc au début des années 30, on a un plan quinquennal qui est absolument catastrophique. Il y a des famines aussi entre 1932 et 1933. La vieille garde bolchevique sera même éliminée. Il y a de la terreur politique qui a commencé suite à l'assassinat d'un proche de Staline. Et donc du coup, il va y avoir des mesures exceptionnelles prises par Staline, dont des sentences à mort. Il va utiliser les termes de théorie du complot, de saboteur, d'agents étrangers, justement pour faire une politique de répression. Et c'est là que ont lieu justement les procès de Moscou, 1936-1938, qui sont vraiment une vraie parodie de justice, où en fait les aveux des accusés sont obtenus sous la torture et doivent vraiment louer Staline. Et en fait, ils sont soit au goulag, soit morts. Donc toutes les grandes figures disparaissent. Et en fait, seul Trotsky échappe au procès, mais finalement, il sera assassiné plus tard au Mexique. On a quand même eu 700 000 personnes au goulag et 800 000 personnes mortes durant cette période de répression. Donc les fonctions de la purge, c'est éliminer les anciens bolcheviques pour avoir justement la main sur le parti, justifier l'échec de sa politique, vu qu'on a dit qu'il y avait des famines, etc., en trouvant les boucs émissaires, et impressionner le peuple et le monde par la mise en scène. Donc voilà, Staline est vraiment maître de l'URSS, il n'y a pas d'opposition, et tous les cadres sont à lui. C'est vraiment comme ça qu'il a pris le pouvoir, ce qui, d'un point de vue stratégie politique, est un modèle. Trotsky s'interroge sur les raisons de son échec, et il dit que c'est le triomphe de la bureaucratie stalinienne. En réalité, peu de personnes avaient le pouvoir, mais tout le monde était dévoué à Staline. Donc dans les années 20, il y a eu un renouvellement du parti, les jeunes en plus étaient malléables, la politique était sous les ordres, donc en fait, voilà, il y avait des débats qui étaient encadrés, et donc l'opposition ne pouvait que disparaître. Donc dans les années 20, il a tué ses opposants politiques, politiquement, et il les a tués réellement dans les années 30. Donc en fin de compte, il a vraiment fait preuve d'un vrai génie politique, d'un point de vue stratégie politique. C'est quelque chose qu'il faut étudier et comprendre, parce que voilà, il y a beaucoup de leçons à tirer de sa vie.